Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgon. Bonjour à tous. Le Centre des sciences de Montréal vient de rouvrir ses portes. L'institution muséale située sur le Vieux-Port de la métropole a traversé depuis mai dernier une période troublée avec la grève de ses employés. C'est sans sa directrice et sans plusieurs vieux employés, des employés présents depuis le tout début, que le musée, appartenant à la Société immobilière du Canada, reprend du service, avec une programmation très allégée du côté de ses expositions temporaires. Le Québec compte 440 institutions muséales de diverses sortes, musées, centres d'exposition, lieux d'interprétation, de toutes les tailles et dans toutes les disciplines. Et 16% des parts de marché sont vouées aux sciences, ce qui représenterait environ 38% des entrées. Récemment, le ministère de la Culture et des Communications a changé les règles du programme d'aide au fonctionnement des institutions muséales, le PAFIM, et les musées scientifiques québécois n'y ont plus accès. Quelles conséquences a ce virage sur la survie des musées de sciences? Nous allons explorer la question ici. Nous partons d'abord pour l'Abitibi-Témiscamingue, plus exactement au musée de paléontologie pour la famille, le Fossilarium, et nous allons nous entretenir avec sa directrice, Madame Andrénaud. Bonjour. Oui, bonjour. Comment se porte le Fossilarium? Le Fossilarium se porte bien parce que son exposition a été complètement renouvelée, tout l'intérieur, tout l'extérieur. Donc, une toute nouvelle exposition, une magnifique sculpture qui imite un fossile à l'extérieur et des panneaux de signalisation aussi, un nouveau nom, etc., etc. De ce côté-là, on se porte bien, mais du côté du financement au fonctionnement, par contre, ça va un petit peu moins bien. Oui, rappelez-nous comment vous êtes financé. Eh bien, on est financé finalement, on n'est pas financé par le ministère de la Culture pour notre, autrement dit, pour payer un directeur, pour payer les comptes courants. On est financé au projet finalement. C'est notre façon de fonctionner. Et puis, la municipalité nous aide, avec un montant qui est pas très très gros chaque année. Et par contre, elle nous aide évidemment pour déblayer la neige et plein de petits services comme ça. Là. En fin de compte, c'est notre boutique qui nous permet de vivre, notre boutique dans le musée, et on a une boutique en ligne aussi. Aviez-vous accès au PAFIM? Non, on n'avait pas accès au PAFIM, on a fait justement une demande ce printemps et on a reçu une lettre carrément pour nous dire qu'on n'était pas dans les champs de compétences du ministère. Ce qui n'était pas très, très, très plaisant. Par contre, comme on écrit un mémoire, on s'est présenté devant le ministre. Lui nous a rassurés, il nous a dit qu'il avait décidé de garder les musées de sciences, finalement, dans le ministère de la Culture et de chercher des fonds dans d'autres ministères pour réussir à nous financer. C'était sur quel critère que vous étiez refusé? On a été refusé sur un critère qui était un peu bizarre pour des musées de région. On nous demandait d'être ouvert 40 semaines par année et d'avoir 3 employés à temps plein. Donc, ce qui est impossible, ce qui est finalement dans des petites régions comme ça, on peut pas supporter un musée à ce niveau-là. Donc, c'était presque automatique qu'on était refusé. Oui. Donc, vous êtes tourné vers le Canada. Vous avez un projet d'exposition sur les géologues canadiens? Oui, c'est ça. C'est que finalement, c'est intéressant parce qu'il y a un géologue, peut-être pas le premier géologue canadien, mais un géologue quand même de la première cuvée, si on peut dire, qui est venu explorer le Témiscamingue, probablement à cause de la rivière des Outaouais, finalement, qui débouche sur le lac Témiscamingue ici, et l'Outaouais supérieur. Donc, il est remonté en canot, il est venu voir la région, il a découvert justement les fossiles, les roches fossilifères aussi. Donc, c'est un explorateur en même temps. C'est parmi les premiers géologues au Canada. Donc, on voudrait parler de la géologie, des débuts de la géologie, finalement, au Canada. Puis aussi à travers une collection qu'on a ici. Ça pourrait être financé par le gouvernement du Canada? Oui, c'est ça, c'est que Patrimoine canadien finance ce genre d'exposition, mais je devrais plutôt dire l'Association des musées du Canada. Mais l'Association des musées canadiens, finalement, est financée par Patrimoine canadien pour ce genre de projet. Oui, vous avez un autre projet aussi en collaboration avec 8 musées. Oui.
Oui, c'est ça. C'est qu'on a finalement, au cours des ans, accepté plusieurs collections de fossiles d'invertébrés, entre autres. Et on veut classer, c'est déjà un petit peu classé, mais c'est dans des boîtes. Et puis, on a eu un don de super beaux tiroirs, finalement, exprès pour classer des minéraux et des fossiles. Donc, on a un projet pour revoir un peu notre entreposage, finalement, et devenir vraiment, on peut dire, à la date dans ce domaine. La clé de la survie, est-ce que ce sont les collaborations de proximité, peut-être? Oui, c'est qu'on a finalement comme projet d'engager une personne, mais qui, en même temps, ferait la direction d'un sentier de nature. Alors, on a pas un, mais plusieurs sentiers de nature qui rejoignent 3 ou 4 villages autour de Notre-Dame-du-Nord. Et on veut mettre en valeur aussi des sites géologiques exceptionnels. Donc, la personne qui sera engagée probablement pourrait en même temps gérer le musée et en même temps gérer ces sentiers-là. Est-ce que vous avez aussi un autre projet? Vous faites partie de Cultura. Expliquez-nous ce que c'est un petit peu Culturat. Culturat, finalement, c'est la mise en valeur de la culture, mais à l'extérieur. Alors, quand les gens viennent dans notre région, on veut que le premier coup d'œil soit un coup d'œil culturel. Dans notre cas, comme je parlais tantôt, nous, on a réalisé une sculpture géante qui attend les gens, finalement, à l'entrée du musée. Ça permet, finalement, autrement dit, dans le fond, quand on n'est pas ouvert, les gens ont quand même une idée de ce quoi on parle. Ils ont déjà un début d'interprétation. C'est la même chose dans plusieurs autres domaines. Finalement, les gens se promènent à travers la région, ils voient des sculptures, voient des fresques, des choses comme ça qui nous rappellent la culture de notre région. Oui, c'est une sculpture réalisée par une artiste. En fait, ça vous rapproche du milieu culturel. Donc, le musée devrait appartenir finalement pour le moins à la culture scientifique, donc au ministère. Oui, effectivement. Et justement, le ministère, dans ses grandes déclarations, parce qu'évidemment, ils revoyaient la politique culturelle, ils nous disent que la culture participe au développement des autres domaines de la vie en société. Donc, c'est ça leur but. Donc, dans notre cas, on pense que, et dans le cas de d'autres musées de sciences, qu'elle devrait s'investir dans les musées de sciences, qui sont une des tranches de la vie vraiment importante et qui va prendre de plus en plus d'importance, évidemment, là, avec les années. Oui, c'est pas à l'extérieur de la culture, finalement. Non, pas du tout. Et dans notre cas, on a récupéré des collections, dont une de Polytechnique qui date probablement des débuts de Polytechnique, là, dans la fin des années 1800, qui interprète, autrement dit, l'histoire de la géologie, l'histoire de l'enseignement de la géologie au Canada. Donc, les collections paléontologiques, les collections scientifiques sont aussi importantes. C'est de la culture. Oui, c'est de l'histoire aussi. C'est de l'histoire, exactement, oui. Merci beaucoup. On était en compagnie d'Andrée No, la directrice du Fossilarium, donc en Abitibi-Témiscamingue. Nous partons pour Sherbrooke, plus exactement au Musée de la Nature et des Sciences, pour parler avec Michèle Mélanger, la directrice générale de l'institution. Bonjour. Bonjour. Comment se porte le Musée de la Nature et des Sciences? Il se porte très bien, malgré une annonce du ministère de la Culture là, qui a été faite au mois d'août dans le cadre de la refonte du programme d'aide au financement des institutions muséales. Donc, dans 3 ans, nous verrons notre subvention du ministère de la Culture baisser de 25%. Par contre, nous sommes optimistes parce que on a vécu un très bel été avec une affluence jamais égalée au musée, avec la présentation d'une exposition qui sortait un peu de notre cadre habituel. Et ça a permis l'exposition La Petite Vie, ce qui a permis à des milliers de visiteurs de découvrir un musée très important, le musée de la Nature et des Sciences. Donc, on est optimiste malgré cette annonce qui nous a quand même surpris énormément. Oui. Comment allez-vous être affecté par les modifications, les coupures au PAFIM? Comme je l'ai mentionné, en fait, c'est une coupure de 25% de la subvention que nous recevons du ministère de la Culture parce que nous sommes un musée reconnu et soutenu. Donc, dans 3 ans,
la baisse sera graduelle pour nous permettre justement de trouver des solutions à ce manque à gagner. Et une des solutions qui est envisagée, en fait, c'est le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke a développé une expertise vraiment unique au Québec. Nous réalisons des expositions, surtout des expositions itinérantes qui sont présentées dans d'autres musées, ici au Québec, au Canada et même en Europe. Et nous allons vraiment développer ce secteur-là. Donc, offrir cette expertise-là à nos collègues du domaine muséal. Et en ce sens, le ministère de la Culture a aussi reconnu cette expertise-là unique. Il nous a octroyé en septembre dernier une subvention de 250 000 $ pour les 3 prochaines années, qui va permettre justement de développer des outils pour le ministère de la Culture, mais également pour nos collègues pour partager en fait cette expertise-là pour les expositions itinérantes. Donc on envisage en fait d'essayer de diminuer le plus possible cet impact-là en allant chercher des contrats de fabrication d'expositions itinérantes, mais c'est pas gagné. Là. Disons qu'on a 3 ans pour le faire, alors on est à développer aussi un programme, une planification stratégique, justement un plan pour les 3 prochaines années pour nous permettre de passer le plus possible en douceur à travers qui est quand même ce que je vais qualifier une épreuve là, pour le musée, parce que c'est quand même pas rien. Là. Ça représente 100 000 $ de moins par année. Oui, vous êtes donc devenu un centre de production scientifique et vous espérez que ça va atténuer les coupures et que ça va être une bonne source de revenus? Nous l'espérons. Nous misons aussi sur la présentation d'expositions estivales qui attirera un plus grand nombre de visiteurs. L'année passée, on l'a vu l'été passé avec l'exposition La Petite Vie. Nous avons diversifié nos clientèles et permis à des gens qui n'étaient jamais venus au Musée de la Nature de découvrir en fait nos expositions permanentes et les autres expositions, puis notre programmation culturelle. Donc c'est une augmentation on a doublé la fréquentation estivale l'été passé, donc l'augmentation de nos revenus autonomes. Donc c'est vraiment par le développement d'expositions itinérantes et l'augmentation de nos revenus autonomes que nous allons pallier ce manque à gagner. Oui, vous avez été directrice du réseau Archéo-Québec. Pensez-vous que certaines disciplines, comme l'archéologie par exemple, ont plus de mal à se trouver du financement du côté de la muséologie scientifique dans le giron du musée du ministère de la Culture? Oui, tout à fait. Mais vous savez, il y a présentement un chantier qui s'organise au ministère de la Culture avec le désir d'avoir une table de concertation d'autres ministères qui pourront en fait financer les musées qui sortent un peu de ce que le ministère appelle le patrimoine et l'histoire. Donc, il y a des musées, que ce soit les musées d'archéologie, les musées de scientifiques, même les jardins zoologiques pourraient, on l'espère, trouver du financement autre qu'au ministère de la Culture. Ce que nous espérons, par contre, c'est que ces musées-là, ces institutions-là puissent bénéficier des programmes qui sont initiés par le ministère de la Culture. Donc, moi, je vois d'un très bon œil, exemple ici, le Musée de la Nature et des Sciences qui pourrait être financé par exemple le ministère de la Technologie. Donc, ça pourrait être vraiment une belle avenue. Par contre, il faut que nous profitions ou que nous ayons accès aux différents programmes qui sont mis sur pied par le ministère de la Culture. Ça, c'est vraiment très, très important. Oui, c'est essentiel même. Oui. Je vous remercie beaucoup. On était en compagnie de Michèle Bélanger, la directrice du Musée de la Nature et des Sciences de Sherbrooke. Merci. Je vous remercie. Nous retrouvons maintenant le nouveau président de la Société des musées du Québec, Jean-François Royal, directeur des musées des religions du monde, qui est en poste depuis octobre dernier. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous faire un rapide état des lieux de la situation financière des musées québécois et peut-être plus particulièrement de ceux de sciences? Oui, écoutez, un rapide état des lieux, c'est toujours un exercice de style de résumer de façon rapide la situation financière des musées. On sait que les musées ont pas été l'aide au fonctionnement n'a pas été indexée depuis les 10 dernières années. On est maintenant sous la règle d'un nouveau PAFIM, d'un nouveau programme d'aide avec des nouvelles normes, chose que l'on demandait depuis longtemps
dans le milieu afin de connaître les critères et les paramètres sur lesquels les musées étaient évalués pour obtenir leur financement. Donc, c'est avec ces nouveaux paramètres-là qu'on travaille maintenant avec le ministère de la Culture pour, évidemment, améliorer la situation des musées. Et comme on le sait, les musées scientifiques ont été pour la plupart exclus de ce programme d'aide au financement. Oui, c'est ça. Pouvez-vous nous détailler un petit peu les critères qui ont changé et pourquoi les musées scientifiques n'y ont plus droit? En fait, vous détaillez les critères. C'est une liste assez longue et exhaustive de critères là, qui tiennent en compte les superficies, les collections, le nombre d'employés, les budgets. Là, je vous ferai pas la liste complète puisque c'est exhaustif et ça prendrait quasiment l'heure au complet de l'émission. Pourquoi les musées scientifiques ont été exclus? C'est la question qu'on se pose encore. On ne comprend pas pourquoi le ministère a pris cette décision et on tente, là, nous, de trouver avec eux des solutions alternatives ou de ramener ces institutions dans le giron. Il y a certaines institutions à caractère scientifique qui ont été maintenues. Je sais que vous allez parler à certains de mes collègues là, dans le cadre de cette émission, mais pourquoi les autres ne sont pas admis, c'est quelque chose qui pour nous est actuellement inexplicable. Est-ce qu'il y a un virage entre justement ce programme d'aide au fonctionnement des institutions? Est-ce qu'il y a un virage plutôt vers l'aide aux projets pour soutenir peut-être plutôt les projets des musées? Pas vraiment. Il y a toujours eu un peu de l'aide au projet qui était mis en place par le programme au niveau des expositions, le renouvellement des expositions permanentes. Là, il y a une nouveauté cette année qui est de permettre d'avoir des expositions itinérantes, donc la conception de projets comme celui-là. Mais l'aide au fonctionnement est toujours bon an mal an la même enveloppe depuis les 10 ou 12 dernières années, je vous dirais. Et là, en fait, la nouveauté, c'est qu'on a mis en place des paramètres pour nous permettre de mieux comprendre pourquoi on recevait de l'aide et en fait d'aplanir un peu les disparités entre des musées de même taille. Donc, ça, une fois que ce travail-là est fait, c'est chose qui est importante. Maintenant, il faut s'attaquer au sous-financement du réseau et s'assurer de trouver un peu plus d'argent pour les prochaines années. Oui, en juin dernier, vous avez présenté un mémoire donc au ministère de la Culture et des Communications dans le cadre des consultations publiques sur le renouvellement de la politique culturelle du Québec. Vous avez fait des recommandations. Quelles sont-elles? Oui, plusieurs recommandations, entre autres et là j'y vais de mémoire, je n'ai pas le mémoire devant moi, mais plusieurs recommandations, entre autres de maintenir le niveau de financement et de l'augmenter, de reconnaître encore plus les institutions, parce qu'il y a encore beaucoup d'institutions muséales non reconnues et non soutenues, donc d'aller de l'avant avec ce qu'on appelle l'agrément des institutions muséales, là. Donc ça fait une série de recommandations. Je suggérerais à vos auditeurs qui sont intéressés d'aller sur le site de la commission. Le mémoire est disponible et est rendu public. Oui. Comment se porte la muséologie scientifique? On va mettre le lien là pour le mémoire, mais comment se porte la muséologie scientifique? Ben, inévitablement, on est un peu dans on est un peu beaucoup dans une crise d'identité. Là, on se cherche. Beaucoup des institutions muséales reconnues et non soutenues ont perçu cette mise de côté ou mise à l'écart de la part du gouvernement comme étant un peu un désaveu de ce qu'ils font. Nous, à la SMQ, c'est certain qu'on travaille à faire reconnaître la muséologie scientifique. Hein. Le paradoxe, c'est que la muséologie scientifique est un des secteurs de la muséologie les plus actifs, qui attire le plus de monde. Donc, c'est une muséologie qui est forte, qui est structurée et qui se doit d'être inclus dans la grande famille de la muséologie. Donc, nous, on a à faire comprendre au ministère que c'est une muséologie qui doit être inclusive. Donc là, c'est pas des négociations, c'est des discussions avec le ministère. Le ministère veut mettre en place là, certaines mesures, une table interministérielle pour permettre à ces gens-là de se retrouver sous le giron d'un responsable, si on veut. Oui, a-t-elle toujours sa place dans la politique culturelle du Québec?
plus que jamais là, sa place dans la politique culturelle et elle doit être incluse dans la nouvelle politique culturelle. Ce serait une omission majeure et très grave selon moi de mettre de côté la muséologie scientifique. La muséologie scientifique tisse des liens, encourage, si on veut, l'essor de l'étude des sociétés. Les musées et les centres scientifiques sont précieux là, pour notre société. Ils permettent l'éducation à la science, ils permettent la découverte d'envoyer des messages forts dans certains domaines, entre autres comme le développement durable et tout. Donc la muséologie scientifique joue un rôle primordial dans le développement de nos sociétés. Est-ce que les musées... Oui. Non, allez-y, pardon. Est-ce que les musées de sciences pourraient aller cogner à la porte du ministère de l'Innovation si jamais le ministère de la Culture disait non? C'est l'idée en fait que le ministère de la Culture de permettre à ces musées d'aller cogner à d'autres portes, à d'autres ministères, contrairement au ministère de la Culture. En fait, pas uniquement au ministère de la Culture. Donc, faut voir la faisabilité et le souhait et l'intérêt de ces ministères à accueillir les musées scientifiques et à les aider à se développer. Nous, notre crainte, c'est de s'assurer que ces institutions-là ne se retrouvent pas comme des orphelins à se promener de ministère en ministère pour essayer de trouver un bon parent qui veut bien s'occuper d'eux. Oui, il y a eu aussi un grand virage numérique. Il y a beaucoup de musées qui mettent beaucoup de collections sur l'Internet et tout ça. Est-ce que ça pourrait être une solution d'utiliser plus le numérique pour peut-être avoir moins de personnel à payer, je ne sais pas? Non, il faut pas voir ça comme ça. De toute façon, les collections, une fois sur le numérique, il faut continuer à les entretenir et à s'en occuper. Là, c'est pas comme un guichet automatique là dans une caisse où on peut mettre en place un guichet, puis on peut avoir moins de personnel. Et de toute façon, le numérique est une des approches qui permet de diversifier la muséologie. Ce n'est pas que ça qui va permettre de faire qu'on va avoir plus de clientèle. Nous, on pense que le numérique permet d'aller chercher un certain type de clientèle qui va venir après au musée voir l'œuvre ou vivre l'expérience en direct. Donc, l'idée du numérique est très bien, mais encore là, ce sont des projets. Ce sont pas des choses qui sont dans le roulement quotidien ou dans le permanent de l'institution. Oui, en fait, c'est complémentaire. Tout à fait. Ça devient complémentaire. Ça permet de dynamiser le musée. Ça permet de le rendre accessible à une tranche de clientèle qui ne serait peut-être jamais venue au musée. Mais ce n'est pas une fin en soi. Oui. Merci beaucoup. On était en compagnie de Jean-François Royal, le nouveau président de la Société des musées du Québec. Merci à vous. Nous partons pour Valcourt, dans la région des Cantons de l'Est, pour retrouver Madame Carole Posé, l'actuelle directrice du musée de l'ingéniosité Joseph-Armand Bombardier. Bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui. Bienvenue chez nous. Merci. Comment se porte le musée Armand Bombardier, aujourd'hui musée de l'ingéniosité, un musée revampé avec une nouvelle exposition, une nouvelle image? Oui, le musée se porte très bien. Il a été réouvert après une fermeture de 14 mois à la fin de mai 2016. Et nos visiteurs sont au rendez-vous, anciens et nouveaux. Alors, on est très contents. Du côté de son financement, est-il affecté par les coupures, les modifications du PAFIM? Non, parce que le musée est un musée privé qui est entièrement financé par la Fondation Bombardier. Et donc, le musée a, par le passé, à quelques reprises, obtenu des subventions pour des projets particuliers, mais
au ministère du patrimoine, donc au gouvernement du Canada. Le musée a jamais eu aucun soutien ni aucune subvention du ministère de la Culture. Je ne peux pas ne pas vous poser la question. Vous étiez la directrice des expositions au Centre des sciences de Montréal. Le musée vient de rouvrir ses portes, mais il n'y aura plus guère d'exposition temporaire. Comment voyez-vous son avenir? Est-ce que ça vous attriste? Je peux vous dire que des expositions temporaires, il y en avait encore quand moi j'étais là. Encore une fois, l'idée c'est pas de pas en avoir, c'est de diversifier les sources de financement pour faire des montages financiers pour réussir à produire les expositions. C'est que je suis pas prête à dire qu'il y en aura plus. D'ailleurs, ils sont en train de préparer une exposition temporaire qui va ouvrir à l'automne 2017. Maintenant, est-ce que ça m'attriste? Écoutez, je pense que le Centre des sciences fait face à un changement, comme la plupart des institutions au Québec font face à un changement. Puis, faut voir, faut se retrousser les manches puis regarder de quel côté on prend ça, puis comment on va chercher le mieux, le meilleur de nous pour être créatifs, puis mobiliser les équipes et les partenaires pour continuer à faire des beaux projets. Mais le Centre des sciences est un virage, mais c'est peut-être normal aussi. Après, il y a eu 16 ans cette année. Mm-hmm. Alors après 16 ans, ça arrive que des institutions, c'est un peu normal, vivent avec des hauts et des bas, avec des changements d'administration aussi. Mais je pense qu'il faut être vigilant en général en ce qui a trait à la culture scientifique. Il l'a supporté et voir comment elle traversera. Elle traversera cette tempête-là finalement, ou cette crise-là. Merci beaucoup. On était en compagnie de Madame Carole Posé, la directrice du Musée de l'Ingéniosité, Joseph Armand Bombardier. Merci. Ça fait plaisir. Au revoir. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science Presse et nous suivre sur le Facebook et Twitter. Et pensez à nous écrire. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis phone home. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy, on ses résultats et avec son accent chinois,